Il y a plusieurs signes qui montrent que l'offensive néolibérale qui a commencé dès 2010 en France, mais qui s'est amplifiée avec le quinquennat d'Emmanuel Macron à partir de 2017, n'est pas terminée avec l'acte 2 du quinquennat, bien au contraire. Les principales actions de cette offensive, c'est d'abord effectivement la réforme des retraites qui va être annoncée sans doute à l'été 2020, qui ne sera pas mis en place évidemment forcément dans ce quinquennat, mais qui en tout cas sera mis en place, sera dans la loi, et qui est une déconstruction du système actuel de la retraite par la mise en place d'un système non plus à prestations définies, mais un système à cotisation définie, donc qui vise à en fait gérer les retraites par les coûts et non plus à assurer un certain niveau de vie pour les retraités. À partir du moment où l'objectif de cette réforme des retraites, c'est de maintenir un pourcentage de la dépense de retraite du PIB qui est stable, eh bien il va falloir, puisqu'il va y avoir de plus en plus de retraités, il va falloir soit faire travailler les gens plus longtemps par en fait un âge pivot ou en fait des incitations à partir plus tard, ou bien il va falloir effectivement jouer, et les deux ne sont pas incompatibles, jouer sur le niveau de vie des retraités, ce qui sera sans doute le cas notamment lorsque les régimes spéciaux, notamment des fonctionnaires, seront intégrés dans ce régime unique. Et donc en fait c'est bien une attaque contre la solidarité nationale d'une part et d'autre part contre le niveau de vie des personnes les plus fragiles qui va être menée avec cette réforme des retraites, même si elle a un côté un peu lointain puisqu'elle va concerner les générations qui viendront plus tard, qui sont pas ceux qui sont concernés par la retraite tout de suite. Le deuxième élément de cette offensive néolibérale, c'est effectivement la destruction annoncée de la sécurité sociale, avec la non-compensation des cotisations, des baisses de cotisations décidées par l'État. L'État décide de baisses de cotisations, comme il a fait dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes le 10 décembre 2018, et désormais, donc, il décide de ne plus compenser cette baisse de cotisation, c'est-à-dire que c'est à la sécurité sociale de prendre en charge cette baisse de cotisation qui n'a pas été décidée en fait par la sécurité sociale, mais par l'État. Et donc la sécurité sociale devient en fait une sorte de caisse d'amortissement des politiques économiques néolibérales du gouvernement, des politiques de baisse de cotisation ou de baisse d'impôts du gouvernement. Et donc à partir de ce moment-là, la sécurité sociale va devoir s'ajuster par une baisse des prestations et une dégradation à la fois, on l'a vu pour les retraites, du niveau de vie, mais aussi une dégradation des prestations de santé, puisque c'est sur la santé que va porter l'effort, en tout cas le plus immédiat, la santé qui en fait est le secteur qui depuis 2010 est celui qui a le plus contribué à l'austérité en France et qui va continuer à le faire, hein, puisque chaque année à peu près on économise entre 4 et 5 milliards d'euros sur le système de santé et en fait la crise de l'hôpital aujourd'hui est la conséquence de ces économies cumulées depuis 10 ans, 4 à 5 milliards par an, hein, ça fait près de 50 milliards sur 10 ans qui sont chaque année mis de côté par le système de santé. Et donc effectivement, plus on va faire de pression et là c'est une pression donc artificielle puisque le système de santé en fait, le système de santé et le système de sécurité sociale sont largement bénéficiaires et viables sur le plan économique aujourd'hui, mais on les place artificiellement et volontairement en déficit pour pouvoir en fait justifier des baisses de prestations, pour pouvoir justifier l'austérité à l'hôpital et dans la santé, et pour pouvoir en fait encore plus aggraver la situation d'un des centres en fait de la solidarité nationale, qui est la sécurité sociale, qui a été fondée en 1945 et qui est le socle évidemment de ce modèle social français. Et donc effectivement, on fait ça au moment où il y a une crise majeure à l'hôpital et on le fait en connaissance de cause, c'est-à-dire que l'on sait que aujourd'hui l'hôpital et le système de santé vont devoir encore plus faire des économies et s'ajuster donc au détriment d'une certaine façon de la santé des Français. Donc on joue sur la santé des Français, on va jouer aussi sur l'âge de départ à la retraite et on va voir que effectivement là on a une vraie attaque contre le niveau de vie des Français puisque à la fois les gens devront travailler plus longtemps et dans des conditions de santé sans doute dégradées. Donc ça, ce sont les deux grandes offensives qui sont menées. Puis il y en a une troisième qui est quand même importante, qui est celle qui est menée sur l'assurance chômage,
avec une réforme extrêmement violente du calcul de l'assurance chômage. Et l'assurance chômage, c'est important puisque en fait, ça a été durant tous les années 2000 et même une partie des années 2010, le socle un peu sur lequel on s'appuyait pour pouvoir amortir le choc des réformes néolibérales qui ont été mises en place à partir notamment de 2003, les premières réformes du marché du travail Fillon, etc., la précarisation du travail. Eh bien, il y avait une assurance maladie qui était relativement généreuse. Quand je dis relativement, c'est par rapport aux autres pays d'Europe. En réalité, elle n'était pas non plus énormément d'un point de vue français, puisqu'il n'y a que la moitié des chômeurs qui sont indemnisés, mais ça permettait d'offrir un socle qui compensait en quelque sorte l'effet de la flexibilisation du marché du travail en redonnant un petit peu de pouvoir aux salariés dans la discussion avec et dans la discussion conflictuelle avec l'employeur. Et à partir du moment où on s'attaque à l'assurance chômage, après avoir encore flexibilisé le marché du travail en 2016 et en 2017, eh bien en fait on retire encore un levier de pouvoir aux salariés face à l'employeur, et donc on crée encore plus un effet de pouvoir en faveur de l'employeur qui va se traduire assez directement sur le niveau des salaires dans l'avenir, puisque effectivement on ne pourra plus se permettre en quelque sorte d'aller au chômage. Ce sera beaucoup plus compliqué puisqu'il y aura des modes de calcul qui seront beaucoup plus difficiles. Pour les précaires, ça va être effectivement un bain de sang incroyable, et donc il va falloir que les précaires travaillent encore plus, et donc il va y avoir une augmentation de la précarisation des salariés. Et effectivement, la précarisation des salariés, elle a un versant du point de vue de l'employeur, c'est effectivement une baisse en fait du coût du travail. Et donc tout ça mène effectivement à cette baisse du coût du travail et à une nouvelle dégradation, une nouvelle destruction en fait du modèle social français. Donc si on regarde bien, d'un côté la réforme des retraites, la non-compensation des baisses de cotisations pour la sécurité sociale et la réforme de l'assurance chômage sont les trois piliers d'attaque du modèle social français qui est véritablement dans le viseur du gouvernement, et le gouvernement vise absolument à détruire ce modèle social. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, donc La guerre sociale en France. C'est une véritable guerre qui est menée par les élites néolibérales contre ce modèle social, qui en fait est une guerre qui a commencé il y a en fait 70 ans, mais qui effectivement s'amplifie depuis 2010 et maintenant en plein régime avec le gouvernement Philippe. Et cette guerre effectivement vise à transformer la France en détruisant ce socle social qui est aussi un socle politique qui avait déterminé une certaine paix sociale, on va dire, qui était très compliquée à mettre en place en France jusqu'en 1945. Dans ce contexte-là, de cette offensive néolibérale, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un pays qui résiste en fait à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus autour de ces grandes réformes de destruction du modèle social. Bien au contraire, on voit un attachement très fort des Français à leur sécurité sociale, à leur système de santé, et en partie à l'assurance chômage. Mais bon, l'assurance chômage, c'est un petit peu plus difficile parce qu'en fait, on pense ne pas en avoir besoin jusqu'au moment où on en a besoin. Mais en réalité, on voit qu'il n'y a pas de consensus large autour de cette destruction du modèle social. Bien au contraire, il y a une forme de consensus contre cette destruction. Et face à cela, effectivement, le gouvernement Macron, qui est un gouvernement légitime, qui a été élu, lui, eh bien, il passe en force en permanence, et ce passage en force en permanence, il se fait par deux biais. Le premier, c'est la tentative, on l'a vu avec la baisse de l'impôt sur le revenu, d'acheter en quelque sorte l'adhésion aux réformes par des baisses d'impôts. Mais ces baisses d'impôts, et notamment la baisse d'impôt sur le revenu, elle ne concerne effectivement, même si elle va concerner la classe moyenne, elle ne concerne que la classe moyenne la plus riche, puisque même si ça peut être effectivement contesté, il n'y a que 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Donc ça ne concerne pas 60% des Français, d'abord. Et puis ensuite,
il y a une résistance, comme je l'ai dit, hein, à mon avis, du corps social français à cette marchandisation de la société, à cette destruction du modèle social. Ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est que cette résistance, elle s'appuie aussi sur un historique de la lutte des classes en France, qui est extrêmement violente, qui est une des luttes de classe les plus violentes de l'histoire occidentale, et que ce modèle issu du Conseil national de la résistance en 1944-45, il visait justement à neutraliser cette guerre sociale dans un contexte de négociation notamment et de cogestion au sein de la sécurité sociale. Et évidemment avec à côté un État qui, dans la lutte entre le capital et le travail, aurait une certaine forme de neutralité pour ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre, comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, je pense que ce corps social français dans son ensemble, il est assez sensible au fait que lorsque l'État passe du côté du capital, défend de façon ouverte le capital, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise dans le consensus national, dans le pacte social français. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de contestation qui est aujourd'hui, certes, très individualisé, c'est-à-dire qu'on a des formes de contestation qui sont des formes de contestation par silo, hein, les infirmiers, les urgentistes, les cheminots, les coursiers, voilà. Chacun fait en fait sa propre lutte sociale, mais en même temps, on voit bien que si l'on arrive à regarder d'un peu plus large, on a une contestation qui est relativement large. Donc, face à cette contestation large, la volonté du gouvernement de poursuivre ses réformes structurelles et sa politique néolibérale, elle ne peut se faire qu'au prix de la réduction, effectivement, de la voix de l'opposition, réduction de la voix de l'opposition sur le plan politique, mais surtout de l'opposition qui vient effectivement de la rue, qui vient du corps social lui-même, qui est une opposition qui parfois s'exprime avec violence, mais qui s'exprime comme une volonté de marquer en quelque sorte une ligne rouge face à cette politique néolibérale. Et face à cette réaction du corps social, on assiste véritablement à un durcissement du régime, un durcissement de ce que j'appelle à une démocratie autoritaire, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une démocratie, mais en même temps, tout l'ensemble des formes de l'état de droit qui peuvent être utilisées pour réprimer les oppositions sociales sont utilisées, y compris de nouvelles lois, comme on l'a vu, hein, de nouvelles lois qui en fait réduisent le champ du droit de manifester, des répressions policières effectivement extraordinairement violentes, l'utilisation des moyens de la justice pour réprimer le mouvement social comme rarement on a vu, hein, avec les comparutions immédiates, les choses comme ça qui sont utilisées pour en fait apeurer le corps social, pour envoyer ce message qu'il ne faut plus aller dans la rue parce que c'est dangereux, parce que ça peut coûter cher, on peut vous mettre une amende de 350 € parce que vous vous trouvez sur le lieu d'une manifestation interdite, parce que c'est effectivement extrêmement dangereux pour votre santé, parce que vous risquez d'y être éborgné, parce que vous risquez de finir en prison. Donc effectivement, il y a une volonté massive de décourager les Français de s'opposer dans la rue à cette offensive néolibérale. Et je pense que c'est un pari qui est extrêmement dangereux parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait on assiste à un durcissement de ce régime vers un tournant autoritaire où il se rapproche de plus en plus effectivement de mouvements qui sont plus ouvertement autoritaires sur l'échiquier politique, notamment à l'extrême droite de l'échiquier politique, et on a le sentiment que le dialogue politique, ou en tout cas aujourd'hui la vie politique s'exerce autour de deux pôles qui seraient d'un côté le néolibéralisme autoritaire et de l'autre côté, d'une certaine façon, l'autoritarisme néolibéral. Donc il faudrait choisir en gros entre ces deux voies, et c'est là où effectivement se situe selon moi le piège principal, et c'est là aussi où se situe le risque d'embrasement de cette guerre sociale que j'essaye de décrire dans ce livre.